Tout de suite sur TV Finance dans Direct Investisseur, on voit ce qu'on peut attendre du CAC 40, du Nasdaq, de l'euro-dollar et du Bitcoin, puisque c'est le jour du Bitcoin depuis que les contrats à terme sont échangés sur le marché de Chicago, sur le CBOE en tout cas, et que c'est un succès. Stéphane Souditaille est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Responsable du site technibourse.com. On commence avec le CAC 40. Stéphane, des bonnes ondes pour la fin de l'année sur le marché parisien ? Écoutez, il ne manque pas grand-chose, effectivement, pour, je ne sais pas si ça sera pour allumer le feu, mais pour au moins espérer remonter en direction des points hauts. C'est toujours cette zone qu'on définit depuis plusieurs semaines ensemble, autour des 5420 points. Il faut réussir à déborder ce niveau en clôture jour et même peut-être en clôture hebdomadaire pour avoir une plus grande certitude. Mais il y a quand même beaucoup de choses positives à noter d'un point de vue technique sur l'évolution du CAC 40. Bien entendu, on est dans une tendance haussière à long, à moyen, à début moyen terme. Il n'y a que la tendance de court terme qui est, je dirais, un peu neutre, plus que baissière, mais neutre, tant qu'on n'est pas au-dessus de 5420 points. Donc il faut aligner cette tendance court terme avec les tendances plus longues. Mais quand on regarde les graphiques de ces 4 dernières semaines, on voit que les points bas sont toujours plus hauts les uns par rapport aux autres. Donc c'est quand même signe d'un dynamisme important pour la place parisienne, même si il faut transformer l'essai en s'extrayant des 5420 points. À mon sens, quand on regarde un petit peu Wall Street, on le dira tout à l'heure, je pense qu'il y a matière effectivement à peut-être avoir en fin d'année une trêve des confiseurs plutôt sous de très bons auspices. Et moi je reste quand même assez positif jusqu'à la fin de l'année et je ne pense pas qu'on ait vraiment de trou d'air, mais plutôt une hausse peut-être modérée, plus ou moins modérée. Alors peut-être qu'on aurait une très bonne surprise en allant chercher de nouveaux plus hauts, mais je ne pense pas qu'il faille jouer vraiment la baisse sur ce marché d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, Wall Street vole de record en record, c'était encore le cas vendredi. Le Nasdaq Composite, c'était le cas. Le 100, peut-être, vous allez nous dire, en tout cas là, c'est sur le Nasdaq 100 qu'on va vous demander votre analyse. Est-ce qu'il y a encore du potentiel d'ici à la fin de l'année sur le Nasdaq 100 qui gagne combien depuis le début de l'année ? Depuis le début de l'année, il gagne quand même plus de 20%, hein, ouais. Donc c'est totalement énorme. Comme le Dow Jones, hein, du reste. Donc c'est des très très belles performances qui, au-delà de la performance, c'est la régularité dans la performance, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de corrections très importantes, on a eu des corrections presque à plat, et c'est ça qui est absolument étonnant. De mes 20 années d'expérience sur les marchés, je n'avais jamais vu une régularité aussi longue en fait sur le marché, et ça c'est vraiment assez incroyable. Alors on voit depuis 2 semaines que le Nasdaq 100, contrairement au composite, se tasse un tout petit peu. J'ai plus l'impression en fait qu'on est de nouveau rentré dans une petite pause plus ou moins horizontale avant peut-être d'avoir une fin d'année également un peu tonitruante et d'aller chercher de nouveaux records. Et peut-être d'aller chercher les 6006, les 6006 sur le Nasdaq 100, ça reste tout à fait possible. Le niveau d'alerte, il est quand même assez bas, hein, il est à 150 points des niveaux actuels. Donc j'ai pas l'impression non plus qu'on ait la possibilité vraiment d'avoir un trou d'air d'ici la fin de l'année sur les marchés américains. Donc finalement tout ça ronronne, ça pourrait ronronner un petit peu plus fort en s'approchant de la trêve des confiseurs qui est par définition souvent assez favorable quand même à l'évolution des marchés. On ne veut pas gâcher la fête. Alors pendant ce temps, on a presque oublié l'euro-dollar. Pourquoi on l'a oublié ? Parce que voilà, il reste un petit peu dans son trading range entre, on va dire 1,18, 1,19. Il ne fait pas d'étincelle. Alors du coup, c'est très difficile, non, de savoir ce que ça peut donner d'ici la fin d'année. Je crois que vous avez une fourchette très large. Les paris sont ouverts sur l'euro-dollar. Hein. C'est vrai que moi je vous ai dit depuis plusieurs semaines que j'étais pas franchement baissier sur l'euro-dollar, que même une reprise de l'euro-dollar ne ferait pas forcément vaciller les marchés d'actions parce que on est un tout petit peu vacciné depuis quelques mois à un euro-dollar un peu plus fort. Tant qu'il reste en dessous des 1,21, je pense qu'il n'y a pas de stress réellement à attendre sur les marchés d'actions, au moins européens.
Je pense également qu'il y a une zone de support très importante autour des 1,17, 1,16, 1,17 et puis une résistance autour des 1,20, 1,21. Donc j'ai l'impression qu'on va finir l'année un petit peu en roue libre dans ce range. Mais attention, ça peut être également un facteur ou un signe noir potentiel pour le début de l'année si on passait au-dessus de 1,21. C'est vraiment le niveau qu'il faudra surveiller dans les premières semaines de début 2018. Et à contrario, il faudra casser vraiment une 15,50, un 16 pour voir une parité revenir sur des niveaux inférieurs. Mais je ne parie plus du tout sur un retour vers un 0,5 ou un 0,8, mais au maximum vers un 13, un 11. Et je ne suis pas du tout sûr de cette baisse aussi profonde. Donc pour moi, je pense qu'on va rentrer un peu dans une phase de latéralisation assez sereine. Et puis finalement, c'est pas plus mal pour les marchés qui pourront peut-être poursuivre sur leur élan haussier. Voilà pour l'euro-dollar. Le Bitcoin, à présent, on a gardé le meilleur pour la fin et ses débuts sur le marché de Chicago, des débuts réussis, puisque le succès du Bitcoin ne se dément pas. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait impressionnant. On est vraiment dans une bulle spéculative totalement énorme dont on ne sait pas, bien entendu, où elle peut s'arrêter. Il faudra surveiller quand même les récents points hauts. C'est vrai qu'on est quasiment revenu dessus là à l'heure où je vous parle. On a fait au plus haut 16 900, on est à 16 700, donc on n'est pas loin des plus hauts. Ouais. Le graphique qui date d'hier soir est déjà en retard, puisqu'en côté est 14 000, et on est déjà à 3 000 points plus haut à l'heure où on parle, donc on voit la volatilité qui est totalement énorme. Alors c'est vrai que c'est plutôt positif que le CME ait décidé de mettre des contrats à terme sur le Bitcoin, mais attention. C'est dans une semaine, c'est dans une semaine le CME, là. C'était le CBOE, là. Je crois qu'il y a deux... Ça va être sur deux places. Que va penser les champs de compensation si on a une variation par exemple de 30 ou 40% du Bitcoin à la baisse? Je pense que c'est quand même quelque chose de relativement stressant. Il va falloir quand même que les investisseurs en Bitcoin via les contrats futurs soient très prudents et aient beaucoup de marge, c'est-à-dire soient très capitalisés pour supporter des telles variations, puisqu'on a quasiment un crack à la hausse ou à la baisse quasiment tous les jours en fait, puisqu'on a des variations vraiment tout à fait remarquables. Donc je pense qu'on est quand même dans une bulle, cette bulle peut perdurer encore. Je pense qu'on va certainement chercher à accrocher les 20 000 points d'ici la fin de l'année. La première alerte vraiment baissière sur le Bitcoin pour moi, c'est la rupture de 11 500 points, où là on pourrait avoir vraiment une reculade assez significative en direction des 9 000, 10 000 dollars. Mais ce qui est vraiment remarquable, quand on modélise ça, on se rapproche vraiment de situations qu'on avait connues à la crise de Tulip, à la crise des bulles des mers du Sud. Vraiment, on peut modéliser ça de façon assez impressionnante. Alors, est-ce qu'on connaîtra le même sort final? J'aurais tendance à dire que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et finissent par éclater tôt ou tard. Et voilà, c'est un phénomène qui prend l'expansion et finalement c'est un peu comme le chat qui se mord la queue. Plus ça monte, plus on en veut, plus on en veut, plus ça monte, et ainsi de suite. Donc jusqu'au moment où tout le monde aura le prix et dira c'est trop cher, il faut vendre. Et si tout le monde prend au même moment, c'est là où on aura vraiment un accident majeur. Mais ça, je pense qu'on peut le prévoir. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que les investisseurs en Bitcoin doivent être très capitalisés et doivent y aller vraiment avec quasiment aucun effet de levier. Donc ça reste quand même compliqué pour un investisseur lambda d'investir sur le Bitcoin. On dit que lorsque les contrats à terme sur le Bitcoin seront cotés à la fois au CBOE, ce qui est le cas, mais aussi au CME, on aura peut-être on aura moins de volatilité sur les cours du Bitcoin proprement dit. Ça peut se concevoir, ça, ou ça n'a rien à voir? Moi, peut-être ça va créer un peu plus de profondeur de marché, donc un peu plus de volumétrie, donc peut-être effectivement un petit peu moins de volatilité, mais c'est quand même un marché qui reste relativement étroit pour le moment. C'est pas un marché mûr comme les grands indices d'actions, donc on aura toujours cette
je dirais, cette volatilité un petit peu hors norme ou qui est bien supérieure à ce que l'on peut connaître sur d'autres marchés, même très volatiles, hein, comme le Forex ou les marchés de matières premières agricoles parfois. Donc je pense qu'il faut s'habituer de toute façon à cette volatilité. Après, est-ce que les banques centrales laisseront faire? Est-ce qu'elles ne mettront pas une monnaie électronique en concurrence? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question pour l'avenir. Est-ce que le Bitcoin sera vraiment la valeur de référence pour les monnaies, je dirais, non fiduciaires? En attendant, c'est la première, en tout cas c'est la plus grosse et c'est le phénomène du moment. Merci beaucoup Stéphane Solutaille d'avoir été en direct avec nous pour commencer cette semaine, responsable du site technibourse.com.